Ben écoute, allons-y, let's go! Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Alex du site de la chaîne YouTube Permis Moto Facile. Hey, salut Damien. Comment vas-tu? Ben top, écoute, une belle journée qui démarre. Ouais. Alors, parce que toi, tu es au Canada, c'est ça, au Québec? Canada? Ouais, je suis à Montréal, j'étais à Ouais. Toronto l'année dernière, en Ok. France avant, et maintenant je suis à Montréal, il y a de plus belles routes à moto par ici. Tu es bien chanceux. Dis-moi, est-ce que tu peux expliquer un peu le concept de Permis Moto Facile? Ouais, carrément. Bah écoute, c'est à la fois une chaîne YouTube et un site dédié, permismotofacile.com, où le concept, c'est d'aider on va dire, les apprentis motards, en tout cas les personnes qui sont inscrites au permis moto, à réussir plus facilement leur permis moto en les aidant donc à travers de l'aide technique, gestion du stress, accompagnement un peu de toutes sortes. Ok. Et comme tu le sais, le plateau en France, c'est pas facile, donc il y a pas mal de boulot sur ce sujet-là. Voilà. Beaucoup de besoins en la matière d'accompagnement de la part des futurs motards, en tout cas des candidats motards au permis. Donc, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Permis Moto Facile. Je Ouais, vois 5,5 000 abonnés, 5500 abonnés. Une chaîne qui a été c'est créée en ça, ouais. 2018, qui cumule Exact. presque 650 000 vues. Donc, déjà, félicitations. Merci. Euh, comment est venue ton idée de créer une chaîne YouTube? Bah, écoute, c'est un peu le grand classique du je suis passé par là et je me suis dit que je pouvais aider. En fait, si tu veux, comme moi, j'ai passé mon permis moto personnellement. J'ai énormément galéré au plateau. Il a fallu plusieurs tentatives, beaucoup d'heures de leçons. Ça m'a coûté un beau chèque à la fin. Euh, et c'est pas juste financier, c'était aussi des difficultés un peu, comment dire, j'ai pas envie de dire psychologiques, mais tu sais, Humaine. d'ego, d'estime de soi. Tu te dis, putain, j'y arrive pas, alors que c'est un truc. J'ai plus 12 ans, quoi. Je sais me tenir, tu vois, je sais marcher, je sais faire du sport, tout ça. Et tu es en train de toucher ton rêve du doigt, tu dis, je vais devenir motard, enfin. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus dur que prévu. Et c'est plus dur, je l'ai compris après, de par la façon dont c'est enseigné en France, en fait. Et donc, au bout d'un moment, moi, quand à force de galère, je me dis, bon, j'en ai un peu marre de payer des leçons au prix fort. Donc, j'ai eu l'aide d'un ami à moi, qui s'appelle Adam, qui lui a passé son permis moto en Angleterre et donc avait une vision différente. En tout cas, il l'avait appris différemment. D'accord. Et c'est un peu ce protocole d'apprentissage qui m'a transmis et qui m'a permis de me débrouiller tout seul et de progresser beaucoup plus vite tout seul qu'en école. Ok. Donc, je me dis, non, c'est pas mal. Puis, une fois que j'étais à l'aise techniquement, donc tu retournes en leçon en école pour tester ce que ça donne, tout ce que tu as travaillé tout seul sur ton parking avec tes plots. Euh, et tu te rends compte que ça marche super bien. Tu retournes à l'école, tu fais du 27 secondes au parcours lent. Donc, c'était le lent avant 2020. Donc, il fallait faire 20 secondes minimum. Donc, on était déjà au-dessus de ce qui était demandé. C'est génial. Puis, bon, évitement, tout ça, tout allait bien en leçon. Puis, tu te rends à l'examen. Tu y vas, tu dis, ça y est, je sais le faire. Je l'ai fait la veille. Putain, j'ai des super scores. Et là, patatras, tu perds tes moyens sous la pression, sous le stress. Et tu te remets à faire littéralement, pardonne-moi au Québec, mais de la merde, quoi, le jour de l'examen. Tu te ramasses et tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Mais en fait, c'est un peu ce que je transmets aujourd'hui, c'est que tu as deux gros piliers dans ta réussite au permis moto. C'est un, bien évidemment, la maîtrise technique. Sans ça, tu n'as pas aller loin. Ouais, c'est ça. Mais une fois que ça s'est acquis, c'est aussi la gestion du stress, la confiance en soi, et on va appeler ça la préparation mentale, d'arriver à maintenir tes capacités D'être prêt, techniques ouais. sous la pression, sous le stress, le jour de l'examen. Ouais. Et du coup, pourquoi alors une chaîne YouTube sur le sujet? Ben écoute, je me suis dit, vu la réputation du plateau, dès que tu parles à quelqu'un qui est motard, que tu dis, ah, je vais passer mon permis de moto, oh, tu vas voir le plateau, c'est super dur, en particulier le parcours lent, hein, l'évitement aussi.
Ah, tu vas voir, tu vas galérer. Tout le monde te dit ça. C'est tous les anciens, là, les barbus qui ont de l'expérience au guidon. Ils te disent, tu vas galérer. Donc, c'est sûr que j'étais pas le seul. Et donc, en faisant quelques recherches un peu dans les groupes Facebook, tout ça, en échangeant avec les gens dedans, ceux qui étaient en train de le passer ou qui venaient de le passer, ben, ça a confirmé mon intuition. C'est que quasiment tout le monde a une tendance quand même, c'est le parcours lent, le plateau, c'est une galère. Donc je dis, bon, bah, peut-être que ce que j'ai, entre guillemets, découvert, ou ce que j'ai appris en tout cas, bah, ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc je me dis, bon, je suis pas quelqu'un qui aime se montrer à la caméra au monde entier. On va dépasser un peu cette appréhension-là pour aider, entre guillemets, son prochain. Et c'est comme ça que je dis, bon, bah, écoute, les gens me disent, ouais, ce serait super d'avoir quelqu'un pour expliquer ça un peu différemment. Et de là, bah, ça a commencé, une vidéo pour un peu tâter le haut, 2 vidéos, 3 vidéos. Puis j'ai vu que finalement, ça cliquait bien. Enfin, sans me vanter, parce que ça vient pas de moi, si tu veux, c'est le protocole lui-même, quoi, qui est enseigné en Angleterre. J'ai repassé mon permis moto au Canada, donc je l'ai vu aussi en œuvre au Canada. C'est un peu le modèle anglo-saxon de formation. Ça marche hyper bien. Et les gens connectaient avec ça et ça cliquait. Donc je continuais comme ça à y aller. Ben, on a commencé avec le parcours lent, le décortiquer, le saucissonner en autant de morceaux qu'on pouvait, et puis continuer après comme ça. Et puis de fil en aiguille, ben, après, il y a une formation, puis une autre, etc., du service coaching. Et de là, ben, il y a un réel besoin, donc il fallait y répondre. Ouais. Donc, tu as plus commencé YouTube en disant, tiens, je vais essayer de proposer une vidéo d'aide pour aider la communauté. Et de fil en aiguille, avec le succès, tu t'es dit, je vais faire une chaîne complète, marketer et des solutions pour la monétiser. Ouais, ben, pas juste le succès, parce qu'il y avait aussi un besoin. Puis, ben, ça prend du temps. Voilà, ouais, c'est devenu après, effectivement, une entreprise à part entière, parce que c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. Actuellement, tu vis de ça à temps plein ou c'est un revenu à côté, marginal? C'est pas encore à temps plein, mais on va faire en sorte que ça le devienne. Que ça le devienne, d'accord. Finalement, par rapport à tout ce parcours, de quoi es-tu le plus fier en fait? Ben, en fait, tu vois, c'est marrant parce que YouTube, c'est un peu, comment tu dis ça en français, un love and hate relationship. J'adore YouTube, mais en même temps, il y a des trucs que j'aime pas sur YouTube qui m'irritent le poil. Ouais. Mais c'est là où c'est devenu un peu comme Google, c'est la première porte d'entrée quand tu cherches un truc, mais tu veux quelque chose d'imagé, on va dire, où on t'explique au-delà des mots par rapport à un article sur un blog ou quoi. Okay. Et donc, c'est là où les gens vont chercher, dans le cas du permis moto en tout cas, de l'information sur comment faire X ou Y vis-à-vis du plateau, comment réussir l'évitement, le parcours, etc. Et YouTube, pourquoi je trouve ça intéressant et c'est en même temps plein de challenges, c'est que là, on est sur de l'informationnel, on va dire, où tu apprends quelque chose, mais c'est mélangé avec du divertissement. Tu as des vidéos de chat, tu as des vidéos d'actualité, des trucs rigolos, des sketchs, des machins. Et donc, tu as ce côté, ce qui est intéressant, c'est que tu finis par faire de l'infodivertissement, de l'infotainment. C'est-à-dire que tu rends de la formation pas chiant, mais d'un autre côté, il faut arriver à égayer le truc. Ouais. À compétitionner avec des vidéos de chat. C'est pas évident quoi, en termes d'attention. Donc, non, c'est ça. C'était quoi ta question, Insa? Parce que je suis parti sur une. Qu'est-ce qui était de quoi es-tu le plus fier? Ouais. Ouais. Donc, ce que je veux dire par rapport à YouTube, c'est que tu as plein de gens qui se font mousser, tu sais, avec les likes, le nombre d'abonnés, machin. Ça, c'est chouette, tu sais, ça te met une belle petite caresse sur l'ego. Mais moi, ce qui me fait le plus kiffer, ce qui me rend vraiment fier, c'est d'aider la personne, en fait. C'est que quand je reçois un message, un commentaire, un MP, un truc qui dit bah écoute, merci Alex, grâce à toi, bah, j'ai peut-être économisé 10 heures ou 20 heures de leçons. Ça représente quand même un certain montant financier, du temps, de la frustration, du stress en moins. Et donc, merci. Et c'est vraiment génial ce que tu fais. Et là, tu te dis, waouh, j'apporte quelque chose à quelqu'un. Tu vois, et c'est ça qui me rend fier, c'est ça qui me fait continuer. C'est pas, tu sais, ce côté un peu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde est
dans le m'as-tu vu, la mise en scène de soi et Oui, tu regardes. tu apportes un truc pour la communauté et tu n'es pas là juste pour être le énième youtubeur de vidéos de chat. Ouais, c'est ça, Euh, c'est ça. Donc c'est ça qui me rend fier, c'est d'aider quelqu'un, de lui transmettre quelque chose qui lui est utile et qui va lui permettre d'économiser du temps, de l'argent, de la frustration, du stress, etc. en plus, sur quelque chose qui est ta passion aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Tu rends l'utile à l'agréable, c'est ça. exactement. Ok. Ouais, tu peux me lancer sur de la moto, je vais t'en parler pendant des heures, des heures, des heures, des heures. Ouais, c'est Et comme si moi. ça rend service au passage, Mm. c'est top, quoi. Tu vois, Ouais. c'est gratifiant, en fait, de pouvoir aider quelqu'un sur un sujet qui te tient à cœur, effectivement. Okay. Comment est basé ton business model actuellement, sans indiscrétion, bien sûr, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi dès le début ou c'est quelque chose qui est venu progressivement? C'est toujours un peu en constante évolution, un peu, comment dire, tu commences avec une idée, puis comme toute idée, une fois qu'elle est confrontée à la réalité, elle s'ajuste un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, jusqu'à arriver à un site avec ce que les gens veulent. Et c'est un équilibre à trouver, c'est pas évident. Et ça demande beaucoup de tests, de feedback et d'être à l'écoute de sa communauté, de son audience, pour vraiment arriver comment dire, à ce chaînon où tu réponds à un besoin, c'est dans le budget de la personne, tu vois, t'as un équilibre à trouver qui n'est pas évident. Et donc, le business model, il évolue un peu tout le temps. Et d'ailleurs, là, pour 2021, ça va encore évoluer, petit teaser. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est encore en train de peaufiner tout ça. Mais ouais, pour 2021, ça va encore changer la façon dont quelqu'un peut bénéficier de mes services sur Permis Moto Facile. Super. Comment sont venues tes idées de premières vidéos? Les premières vidéos, je me suis dit, c'est quoi le point dur, la difficulté numéro 1, toute catégorie confondue sur le plateau, enfin, sur le permis moto. Donc, si tu réduis ça à la difficulté principale, c'est le plateau. Et dans le plateau, c'était le parcours lent. Et moi, même, c'était là-dessus où j'avais beaucoup patiné pour faire un bon petit. Et donc, je me suis dit, je vais partager tout ce que je sais sur le parcours lent dans les premières vidéos. Et si ça connecte, ça clique dans l'esprit des gens et qu'ils se rendent compte du protocole en question, tout ce que ça leur apporte, qu'ils l'appliquent, qu'ils se rendent compte que ça marche, là, c'est qu'on est sur quelque chose. Et donc, la toute première vidéo que j'ai faite, c'était même pas de la technique, on va dire. C'était plus du mindset et de la compréhension de c'est quoi le problème, en fait. Et c'était justement tout ce côté, quand tu es en France, au plateau, généralement, et c'est pas juste mon expérience qui parle, c'est beaucoup d'interviews avec des membres de ma communauté, des messages, des échanges, etc. C'est on t'apprend les bases rapidement. Et puis après, c'est fais le parcours en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et ça, en fait, c'est too much, c'est trop à gérer quand tu maîtrises pas encore les bases. Et donc, c'est un peu ce constat-là que c'est ça, en fait, la cause racine de tous les problèmes que tu as chez les apprentis motards, quasiment tous. C'est ce côté-là, on te met tout de suite dans le grand bain, en fait, tant que tu as appris à nager sans brassard. Donc, c'est assez complexe à faire. Et donc, de revenir finalement à quelque chose d'un peu plus simple et de plus étape par étape, commence par avoir des fondamentaux solides, puis rajoute-toi de la complexité jusqu'à arriver jusqu'à l'exercice total. Un peu comme n'importe quel sport, finalement. Tu prends de la boxe, de la muscu, de la course à pied, apprendre un instrument, ça marche comme ça. Et au permis moto, on te dit non, vas-y, fais-nous une symphonie en la avec ta flûte traversière, et il te faut 14 doigts, flûte de pan inclus et tout ce que tu veux. Même en voiture, regarde, au permis auto, on te donne pas toutes les commandes tout de suite, parce que tu as les doubles commandes qui te permettent de répartir ça. On te dit, tiens le guidon, tiens le volant déjà, et puis une fois que tu arrives à faire ça, on va peut-être te faire appuyer les pédales, et ainsi de suite, quoi. C'est cette logique-là, en fait, qui manque. Et sur YouTube, du coup, comment tu as réalisé que tu avais passé un cap dans ta chaîne en termes d'audience? Qu'est-ce qui t'a fait
qui t'aurait fait basculer d'une étape à une autre? C'est une bonne question, ça. Parce que c'est vrai qu'au début, tu as 10 personnes qui regardent ta vidéo, puis c'est 20, puis c'est 30, puis machin. Et puis, tu te rends compte, en fait, que tu as des algos qui tournent derrière YouTube qui, selon certains paliers, commencent à te pousser plus ou moins. Tu sais, il n'y a pas de règle écrite dans le marbre que tu peux lire et te dire, OK, c'est ça le guide étape par étape que Google attend de toi pour réussir sur YouTube. Ça n'existe pas, malheureusement. Ouais. Mais tu te rends compte de petites modifications quand tu passes de 10-20 abonnés à 100 abonnés d'un coup, tu te rends compte que ça accélère. Tu as comme un momentum, un peu comme quand tu fais ton bonhomme de neige, ta petite boule là, elle commence à vite prendre du poids. Et ouais, effectivement, quand tu passes des seuils un peu symboliques comme ça, je ne connais pas l'algo, hein, encore une fois, mais tu le ressens. Tu fais 100 abonnés, tu sens que ça accélère un petit peu. Quand tu passes 500, puis 1000, puis 2000, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'à 5000, là, tu commences à t'es pas encore une star à la T-Bone InShape ou quoi que ce soit, c'est pas forcément ça que je vise, mais tu le sens en fait qu'il y a un momentum qui se bâtit et puis les gens commencent à aussi chercher tu sais, dans les mots-clés, toi qui es dans une agence de SEO, quand tu as des mots-clés de marque qui cherchent, quand Google te dit, tiens, les gens cherchent permis moto facile maintenant, et tu te dis, ah, c'est que ma marque, elle commence à être établie dans l'inconscient collectif comme un point de repère. Et là, tu te dis, ok, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. J'ai ça aussi. Quand les gens tapent mon nom et mon prénom, je me dis, ah tiens, ça semble bien. Au début, tu as optimisé à fond, tu as fait des recherches sur comment optimiser à fond sur YouTube, ou tu as vraiment publié une vidéo au début, histoire de tester? Ben, c'est un peu un process organique qui mélange tout ça. Tu regardes un peu 2-3 tutos sur comment ça se passe sur YouTube, histoire de ne pas faire trop de bêtises. Tu sais que tu en feras parce que tu es en train de découvrir le truc, mais comment je minimise la casse, c'est quoi ma trajectoire pour arriver à quelque chose de correct. Et ben, écoute, moi je suis pas comment dire, je suis assez touche à tout, très do it yourself, débrouillard, tout ça, mais je suis pas du tout je sais pas, j'ai pas de formation community manager, j'ai jamais fait de la vidéo, j'ai un passé de DJ, donc à la limite éditer l'audio pourquoi pas, mais la vidéo pas du tout. Tu découvres un peu tout. Qu'est-ce qu'il te faut comme matos, comment on filme, c'est quoi le cadrage, comment tu fais en sorte que tu aies du son qui sonne bien, qu'il n'y ait pas trop de bruit, la lumière, j'en sais rien. Il y a tellement de trucs, même avant de publier une vidéo sur YouTube auquel il faut penser. Quel logiciel utiliser pour couper ta vidéo, l'éditer, monter, dans quelle qualité tu as publié ça. Il y a 1 milliard de paramètres. Je pense que peu de gens se rendent compte de la galère que c'est quand tu débutes de savoir quel est le bon truc à faire et à tous les trucs auxquels il faut penser, toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour sortir une vidéo de 5 minutes. Et donc, ouais, j'ai regardé un peu ce qui se faisait d'après les experts du web de ce monde. Alors, je ne vais pas te citer qu'est-ce que j'ai regardé, mais pas mal de sources différentes. Puis après, une fois que tu as un peu la théorie, tu te lances, tu vois ce que ça donne et tu t'ajustes en fonction, tu continues et au fur et à mesure, bah, tu t'améliores finalement. Tu découvres que telle façon de faire est plus efficace, tel truc. Et ensuite attaquer et monter en gamme. Ouais, bah c'est ça, le but quand même de faire des vidéos de qualité. Donc au fur et à mesure, tu vois, j'ai commencé les vidéos, c'était une GoPro sur la mentonnière, t'as qu'un angle de vue qui te permet de voir les commandes et comment ça se situe globalement à moto. Bah, à force, les gens ils te disent ouais, ce serait chouette de voir ton positionnement sur la moto d'un point de vue externe, voir, je prends par exemple un truc qu'on voit sur le parcours lent, tu dois faire contrepoids, tu fais pencher la moto, mais en même temps tu fais contrepoids avec tes épaules, le haut du corps. Ben, il a fallu trouver un moyen de mettre une autre caméra qui te filme d'un point de vue externe, en fait, d'un tiers parti, plutôt qu'en point of view personnel à la caméra. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, les demandes émergent et puis tu t'ajustes. Tu vois. Je vois que tu as créé des… Ouais.
j'ai l'impression que ton image est, Oui, il y a eu un petite coupure d'Internet. Ah, Je vois que tu as créé des playlists. Pourquoi tu es parti sur cette dynamique-là? ben écoute, je suis quelqu'un qui a qui a un peu des problèmes dans sa tête niveau organisation. J'aime bien Ok, quand c'est dans des boîtes et puis ça aide à structurer, à faciliter l'accès à l'information pour mon audience. Donc, puis apparemment, ça aide aussi à être ranké dans YouTube. Donc, je me dis, bah, écoute, ça simplifie la vie des gens, ça aide sur le positionnement dans YouTube, etc. Donc, faisons-le. Ça ne demande pas grand-chose de structurer sa pensée et ses vidéos, quoi. ça marche. En moyenne, et on est dans les dernières questions, en moyenne, une vidéo t'a pris combien de temps? De l'idée au script, au tournage, au montage et à la publication, tout ça. Ouais, bah c'est un peu ce que je te disais juste avant. C'est Ouais, pas mal de boulot. Et c'est quelque chose que tant que tu l'as pas fait, tu t'en rends pas compte. exactement. Et je pense qu'il y a peu de gens sur YouTube qui se rendent compte du taf qui est fait, pas forcément que sur mes vidéos, hein, d'une manière générale sur une vidéo sur YouTube, qui a un tant soit peu réfléchi. Donc moi, ce que je fais pour essayer de gagner du temps, c'est que j'essaie de faire ça en batch de 4-5 vidéos. Comme ça, je me prévois à peu près un mois de contenu, si tu veux. D'accord. Donc je vais prendre un sujet central sur lequel je vais voilà, essayer de créer 4 ou 5 vidéos, comme par exemple le parcours lent, bah, on va voir 4 ou 5 éléments du parcours lent, comme ça. Ok. Ou l'évitement, ou le stress, ou le TM, ou enfin bref, un sujet, quoi. D'accord. Et d'essayer de me faire voilà, 4-5 scripts d'un coup, tourner 4-5 vidéos d'un coup. Comme ça, bah, tout le temps de préparation qui est autour, il est compressé, parce que si tu dois trouver l'inspiration, Oui. écrire, bah, ça demande de se mettre dans un certain état d'esprit. Donc, une fois que Mm. tu y es, autant que ça dure le plus longtemps possible pour Oui. maximiser un peu l'output de ta créativité, si tu veux. Ouais. Pareil, quand tu veux tourner une vidéo, bah, faut mettre en place la caméra, les lumières quand tu es en intérieur, faut te rendre sur le lieu de tournage quand tu es à moto, faut brancher tes micros, synchroniser tout le bazar, te préparer, répéter un petit peu, te préparer tes notes de ton script, tout ça. Et en fait, ça, si tu dois le faire, défaire, bah, si ça te prend, je sais pas, 20 minutes, disons qu'on fait une vidéo qu'en intérieur, on ne va pas au plateau ou un truc comme ça, on ne va pas en moto, Ouais. on fait une vidéo un peu théorique. Disons que ça te prend 15-20 minutes à mettre en place tes lumières, ta caméra, tout le tralala, et que ça te prend pareil 10 minutes à démonter tout ça. Bah, si tu le fais 4 fois pour 4 vidéos, bah, tu fais x4 ce temps de montage, démontage. Alors que si tu le fais une fois et que tu fais un long tournage, bah, tu gagnes du temps là-dessus puisque tu le fais qu'une fois pour 4 vidéos. Donc, c'est Ouais. ça que j'essaie de travailler comme ça un peu en batch. Après, un script en lui-même, ça peut être assez rapide comme ça peut être très long à accoucher. Si l'idée, elle est déjà là, que Mm. tu vois, je sais pas, j'étais en train de prendre ma douche et il y a un truc qui me passait par la tête, ou si c'est un truc qui est complexe, qui a besoin d'être vraiment expliqué dans le détail de façon simple, tu vois, rendre quelque chose de complexe simple, ça demande pas mal de réflexion. Bien sûr. Bah, ça peut aller d'un truc qui va me prendre 5 minutes puisque le truc est déjà en tête, j'ai déjà réfléchi dans ma vie de tous les jours, ou ça peut être plusieurs heures pour une seule vidéo quand il y a beaucoup de recherches, une fois que tu dois aller chercher des études, des trucs comme ça, compiler pas mal de données et expliquer ça de façon simple, ça prend pas mal de temps. Ok. Après, en tournage, disons que pour le face caméra, maintenant, à force, bah, tu prends tes marques et tes habitudes. On va dire que c'est à peu près généralement 15-20 minutes de tournage par vidéo quand ça se passe bien. D'accord. Après, quand tu es fatigué parce que tu as une vie à côté de ça, que tu fais pas ça plein temps, que tu t'embrouilles, tu oublies tes phrases, tu n'arrives Ouais. plus à penser, c'est des fois Paramètres. que ça sature. Ouais. Ça peut vite être des heures carrées à refaire et à refaire et à refaire. Donc, bon, c'est très variable. Après, tout ce qui est sur la moto, là, il y a des heures là, pour une seule vidéo parce que perso, je suis pas très multitâche. Donc, quand je fais un truc, je suis très concentré, ça se passe bien. Mais tu vois,
piloter une moto et faire un exercice technique qui te demande déjà de la concentration et le décrire en même temps ce qui se passe dans chaque micro-détail, c'est assez perturbant à faire. Si tu veux, prends ta moto et essaye de le faire, juste te parler à toi-même et d'écrire, OK, donc là, faut que je maintienne mon filet de gaz, et puis là, je joue avec mon embrayage, et puis en même temps, je fais ci et ça et ça. Et en fait, c'est assez dur à faire, parce que ça te sort de ton focus de ce que tu es en train de faire, parce que tu es en train de réfléchir à ce que tu fais. Et donc, ça demande, généralement, bah, tu vas faire plusieurs tours de roue jusqu'à ce que ça soit fluide, parce que c'est pas évident pour moi, en tout cas, de le faire. Il faut arriver à se Plus dénuder, à s'extérioriser, tout en faisant étant l'action. intériorisé aussi. Ouais, c'est ça. C'est un peu en train de te dédoubler. Donc, perso, c'est pas forcément mon point fort. Donc, ça me prend un peu de temps à le faire. Et puis, bah, si tu es à moto, c'est aussi le temps de trajet pour te rendre là, au lieu de tournage. C'est la préparation, donc placer les cônes, trouver le bon angle de vue, vérifier que la lumière, tout ça, ça marche bien. S'il commence à faire nuit, s'il y a des nuages, j'en sais rien, ça joue beaucoup sur le résultat final. Et puis après, bah, il y a tout le démontage, ranger les plots, ranger la caméra, ranger les micros, tout ça. Il y a pas mal de temps, ouais. Donc c'est vite chronophage. Donc c'est pour ça aussi que j'essaie de travailler en batch sur ces prises-là aussi. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un batch de face caméra et un batch sur la moto pour plusieurs vidéos. Comme ça, bah, pareil, tu compresses le temps de montage, démontage dans les deux cas pour que ce soit un peu plus optimal niveau temps requis, quoi. Okay. Donc, toi, tu préconises, quitte à tourner en extérieur, autant tourner plusieurs scènes d'un coup. Et comme ça, tu économises effectivement du temps de déplacement et du temps de préparation. C'est une bonne idée. Même en intérieur, hein, tu vois, si tu tournes chez toi, si tu n'as pas une pièce dédiée, un studio dédié, bah, c'est con, il faut que tu ranges ton appart, ton salon, ton machin, ton bureau, peu importe. Faut que tu installes peut-être une lumière parce que tu n'as pas forcément… je sais pas, tu vois, une fenêtre comme ça, c'est bien, la lumière naturelle, ça a un bon rendu, mais là, dans cet appart-là, bah, si je tourne avec la fenêtre pour alimenter la lumière, ben, derrière, le décor, il n'est pas forcément adapté. Donc, il faut que je me rajoute une lumière ou des trucs comme ça pour que ça rende un peu qualitatif. Donc, même à l'intérieur, moi, je suis assez partisan de tourner en lot, en fait, tes vidéos. Ouais. Et puis, ça a un autre aspect qui n'est pas lié au temps, mais qui est lié à l'état, au flow dans lequel tu te mets. C'est-à-dire qu'au début, ben, tu sais, c'est un peu comme faire du sport, tu as l'échauffement, et puis une fois que tu es échauffé, oui, tu atteins ton seuil un peu de performance et tu peux rester là-dedans et faire un bon truc pendant un peu longtemps. Ouais. Et donc, si tu fais qu'une vidéo, tu t'es échauffé, c'est bien, tu as fait ta performance, et puis après, tu fais tes étirements, on va dire. Ouais, Alors que si tu dois le faire à chaque fois, retrouver cet état où tu es fluide dans ce que tu fais, ça te prend plus de temps aussi et la qualité, elle n'est pas forcément aussi bonne. Alors que, et du coup, toi, si tu es dans les… Toi, tu n'improvises jamais tes textes, par exemple. Toujours. C'est généralement les scripts, après, c'est pas mot pour mot. Hein. Bien c'est sûr. plus un bullet point, les gros talking points, les idées, dans quel ordre. Et puis après, tu prends l'idée et puis tu mets un peu de… Ouais, c'est de la semi-impro, on va dire. Bien sûr. Après, ça arrive que dans le feu de l'action, il y a un autre truc qui te vient et que tu n'y avais pas pensé. Et puis, ça devient de l'impro pur, quoi. Donc, mais j'aime bien structurer un peu, qu'est-ce que je vais raconter dans cette vidéo, dans quel ordre, et puis après, on se lance, quoi. Ouais, bien sûr. Je vois que tu as une bonne série de vidéos, une petite cinquantaine, je pense. Comment sont venues tes idées de vidéos? Est-ce que tu vas voir un petit peu la concurrence et les idées que les internautes te suggèrent, tes idées à toi? C'est plusieurs choses. Il y a effectivement mon expérience perso du permis moto qui couvre pas mal de choses. Donc, ça me permet aussi d'adresser pas mal de choses à travers ça. Et donc, une fois que tu as étudié ça, tu t'intéresses aussi
aux commentaires sur tes propres vidéos. Des fois, il y a des gens qui posent des questions, tu te dis, ah tiens, ça fera un bon sujet. Ou qui vont te faire peut-être une critique constructive. Tu te dis, ah tiens, c'est intéressant comme point de vue, peut-être qu'on peut en parler. Ça peut être des commentaires sur des vidéos autre part. Effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça de la concurrence, mais il y a plein de gens qui parlent du permis moto sur YouTube. Donc, pareil, des fois, tu regardes des trucs par curiosité, puis tu tombes sur des commentaires intéressants. Mais la principale source, c'est quand même les échanges avec ma propre communauté. Parce que je considère que je suis à leur service. C'est donc eux que je mets en avant tout. Donc, beaucoup de mails, parce qu'on parle de YouTube, tout ça, mais à travers le site web, j'ai aussi une communauté qui est par mail, qui est avec laquelle j'interagis le plus, parce que c'est instantané. Tu envoies une newsletter, tu envoies un message, t'as pas besoin de faire une vidéo tout le temps. Donc, c'est un peu le cercle, le premier cercle. Une fois que tu n'étais plus dans YouTube, c'est vraiment sur la communauté par mail. Donc, j'ai beaucoup de questions que je reçois par mail. Des fois, c'est des MP sur Facebook, Instagram, etc. Et tout ça, ça nourrit une réflexion qui est, encore une fois, comment est-ce que je peux répondre de la meilleure façon aux besoins exprimés par mon audience? Comment est-ce que je peux les guider vers le succès? Comment est-ce que je peux leur éviter les pièges habituels? Comment leur faciliter la vie, etc. Ok, intéressant. Écoutez, c'est bien. Déjà, je trouve que c'est un bon exemple. C'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer. Moi, je suis également formateur en école de commerce et école d'informatique. Et je suis amené à parler de YouTube, du business model de ce système-là. Et tu vois, le fait que tu puisses presque vivre de ta passion et de ton business, c'est super intéressant. Ça veut dire que n'importe qui est pertinent sur sa thématique et peut gagner de l'argent même s'il ne s'appelle pas Thibaut InShape et qu'il ne fasse pas des tutos coiffure ou des tutos des tractions comme make-up, exactement. Écoute, déjà, bravo pour toi. Et puis, je voulais aussi te dire merci parce que moi, j'ai suivi quasi toutes tes vidéos et ça m'a permis effectivement de prendre du recul par rapport à ce fameux permis moto et de réaliser aussi l'importance du mental, comme tu le disais dans cette épreuve. Et que c'est vrai que la première chose que disent énormément de candidats en auto-école, ce n'est pas bonjour, je veux passer mon permis, mais bonjour, je suis stressé. Donc, toi, ton focus sur la gestion du stress, eh bien, finalement, ça répond à des lacunes ou à des points faibles des auto-écoles et ça apporte une vraie plus-value sur le marché et c'est ce qui peut expliquer aussi ton succès. Donc, bravo à toi pour cette chaîne et pour la quantité de travail que tu as fourni. Parce que du coup, me mettant aussi à faire des vidéos YouTube, je me rends compte de la quantité de travail qu'il y a derrière. Et encore, je fais que principalement des plans fixes, alors que toi, il y a beaucoup plus de manipulation des scènes, c'est un peu plus scripté que moi. Donc, bravo à toi pour tout ça. Et puis, voilà, je voulais savoir si tu avais peut-être une dernière remarque à apporter à la communauté Propulse ton Biz. Est-ce que tu as un conseil généraliste dans le web que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer sur le web? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Écoute, je dirais que effectivement, je te rejoins sur le fait que un peu n'importe qui peut aujourd'hui se lancer sur le web, que ce soit YouTube ou autre. D'ailleurs, pas que YouTube. C'est devenu beaucoup. Tu peux le mettre puissance 10 000, beaucoup facile qu'il y a quelques années, au sens où déjà niveau technique, tu as des outils maintenant, mais c'est clé en main. Tu n'as pas besoin d'être un petit geek qui a bricolé des ordinateurs et qui réparait les ordinateurs des copains quand il était jeune. Tout ça, c'est devenu hyper simple parce que le monde est devenu hyper connecté, hyper technologique. Et donc, il y a plein de sociétés, de boîtes, d'applis qui rendent ça mais accessible. Même ma grand-mère, si elle était encore vivante, pourrait à la limite se lancer sur le web, que ce soit… elle ferait peut-être pas des vidéos YouTube, me la connaissant, mais soit un blog, une boutique, un site de formation, whatever, tu vois, t'as quasiment plus de barrières techniques. Après, par contre,
Faut pas croire au mythe du tu vas gagner des millions, tu vas avoir ta Lamborghini en 3 clics. Ça, c'est des conneries. C'est beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, beaucoup de moments où tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire et de remise en question, de doute, c'est pas facile tous les jours, mais ça vaut le coup. Et si la personne est pertinente sur son sujet, si elle pense qu'elle a une vraie plus-value, une vraie expertise et qu'elle est prête à mettre l'effort là où il le faut, à faire bien, comment dire, à faire les pompes pour gagner du muscle. Si on reprend une métaphore un peu Thibaut InShape, ou sportive, tu peux avoir le meilleur coach dans ton coin. Si tu fais pas les pompes, personne ne les fera à ta place. Donc, c'est un peu ça l'idée. Pompe, traction, n'importe, quel que soit l'effort. Mais il ne faut pas se dire, c'est une barrière. En fait, la barrière, elle est surtout mentale, comme dans beaucoup de choses. Une barrière mentale, la barrière technologique, elle a giclé. Par contre, je pense qu'il y a une barrière maintenant concurrentielle. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens sur plein de choses. Plus beaucoup de niches qui sont exploitables. En tout cas, autant qu'il y a 10 ans, par exemple. Je sais pas si c'est si vrai que ça, par contre, ce commentaire-là, parce que s'il y a déjà des gens qui sont sur un sujet donné, qu'il y en a beaucoup, c'est que tu as un marché établi, c'est que tu as une demande qui est établie. Il y a plein de trucs qui disent mon idée, il ne faut pas qu'il y ait de concurrents. S'il n'y a pas de concurrents, quelque part, c'est qu'il n'y a peut-être pas de marché. Alors que si tu as déjà des gens qui, entre guillemets, ont des business qui tournent, qui font de l'argent, qui fonctionnent, c'est qu'ils ont validé le marché déjà pour toi. Donc après, la question devient plutôt comment tu t'insères dans ce marché? Est-ce que c'est pertinent d'y aller? Est-ce que tu as une valeur ajoutée qui te différencie des autres concurrents dans ce marché-là? Ton positionnement, effectivement. Et comment tu réponds à un besoin qui n'est pas forcément, comment dire, qui n'est pas résolu, qui n'a pas la réponse nécessaire. Peut-être que tu peux apporter un truc à ta façon. Par exemple, je discutais avec un entrepreneur qui est à Hong Kong l'autre jour. Il disait, je me lançais sur le marché du fitness. Je lui ai dit, wow, mais il y a trop de monde sur le marché du fitness. Il me dit, oui, mais la façon, déjà ce que je propose et à qui je le propose, ça fait que ce coin-là du marché, en fait, je ne suis pas vraiment sur le marché du fitness. Oui, c'est une méthode de musculation, de performance athlétique, tout ça, donc ça peut être étiqueté fitness. Mais le segment de marché à qui je le propose, la façon dont je vais le positionner fait que je ne suis pas en concurrence avec, je ne connais pas les grands noms du fitness, mais comment ça s'appelle, les Rudy Koya et autres en France, en tout cas, qui sont sur, je suis coach sportif, tu vois. Pourtant, il va te vendre quand même une formation qui est pour faire du sport et te maintenir en condition physique. Donc il y a des angles d'attaque qui sont quand même possibles. Et toi, tu dis que même si un secteur est déjà bien concurrentiel, il se peut que via un angle d'attaque particulier, via une niche dans la cible, via un traitement du besoin différent des autres, ça, on peut encore attaquer des business sur le web, voire sur YouTube. Et encore complètement. Si je peux te donner un autre exemple d'une personne que je connais très bien, tu prends le marché à Montréal de la formation pour l'investissement immobilier. Il n'y a pas plus concurrentiel comme niche, tout ce qui est make money, tout ça. Il y en a du monde. Et des locaux, des gens de Montréal, des Québécois qui vont avoir l'expérience, qui ont 30 ans de bouteilles, qui ont investi dans plein d'immeubles et que j'en passe, il y en a. Ça n'a pas empêché une personne que je connais très bien d'avoir sa niche à lui, qui s'adressait un petit peu plus aux expatriés. Ils ont une autre façon de présenter la chose, une autre communauté qui est visée. Et aujourd'hui, vraiment
un très très beau succès, il a très très bien réussi. Voilà, je ne sais pas s'il voudrait que j'en parle, donc je préfère pas donner Bien de sûr, bien nom et sûr. de résultats, mais c'est un très Dans très gros l'exemple, c'est business bien. et ça tourne, alors que le marché était hyper concurrentiel, mais il a su trouver son positionnement qui fait que tu n'es pas frontalement en train de… En fait, ça rend quasiment la concurrence que j'ai citée non pertinente, non pertinente, pardon, puisque tu as un positionnement qui est tellement différent, même si c'est de l'accompagnement pour de l'investissement immobilier. Tu vois, si tu regardes l'essence même du produit, c'est ça, mais c'est positionné tellement différemment que, en fait, ça attire un segment pour lequel ça fit en particulier, et les autres, ils sont pas, ils sont juste rejetés, filtrés, on va dire plutôt. Ouais. Pas qu'ils les rejettent, c'est qu'ils sont filtrés de par son positionnement, naturellement, et ça fait qu'il a son coin de marché, c'est lui qui le domine, et je ne sais pas s'il est en monopole, on ne peut pas dire ça, mais il est très très bien positionné et ça marche très bien. Okay. Sur un marché hyper compétitif. Donc, Ouais. food for thought, comme on dit. Ok, très bien. C'est un bon point de vue qui vient compléter un peu le mien et qui vient éclairer un peu les lumières de notre communauté. Écoute, Alex, je te remercie pour ton témoignage. Du coup, ça a permis à ma communauté de découvrir un petit peu ta chaîne aussi, Permis Moto Facile, et ton site, permismotofacile.com. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils, de coaching, de prise en main pour passer avec succès votre permis et toutes les étapes de l'inscription à l'auto-école jusqu'à la très gros cube. Voilà, allez faire un tour. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous avez déjà beaucoup de matière en gratuit sur sa chaîne YouTube. Son parcours payant est également un bon complément et vous permet bien de vous structurer. Donc, Alex, merci à toi pour ton témoignage. Avec plaisir. Tu veux rajouter quelque chose en conclusion ou c'est tout bon déjà? Eh bien, écoute, moi je dirais que, vu que si j'ai bien compris, ça s'adresse à des futurs entrepreneurs de l'Internet pour qui tu donnes des cours, Voilà. je dirais pensez à votre idée, raffinez-la, posez-vous la question de à qui ça s'adresse. Quel est le problème qui est résolu par votre idée? Et lancez-vous, tentez la chose avec un MVP qui coûte pas cher. Aujourd'hui, il y a des solutions clés en main pour lancer un site web, avoir le processeur de paiement, la mailing list et j'en passe, qui coûte peut-être 20 balles par mois, 30 balles par mois, qui permet de tester ça pour vraiment quelques… Franchement, pour moins de 500 balles, tu peux tester une idée de business sur quelques mois avec un peu de pub Facebook, un peu de pub Google pour… je sais que tu es sur une agence SEO, donc ça contredirait un peu ce positionnement-là, mais ça te permet de tester très vite la réponse à ton idée en ciblant les bonnes personnes et de valider ton concept. Et si ton test est positif, continue d'ajuster l'idée. Si ton test n'est pas forcément positif, il est un peu plus négatif, analyse qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Est-ce que l'idée vaut le coup d'être poursuivie? Peut-être que c'est juste un petit pivot autour de l'idée originelle qui est nécessaire. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de barrière technologique, il n'y a pas de barrière de budget. Parce que c'est quoi si tu es en mode entrepreneur, c'est quoi 500 balles, tu vois, c'est un investissement ridicule. À une époque, c'était beaucoup plus qu'il fallait, ne serait-ce que juste pour avoir un site web. Il fallait payer quelqu'un pour te le coder. Là, tu as des templates, tu les récupères. Si tu es un peu débrouillard, honnêtement, tu peux lancer un business pour peanuts et qui peut très vite prendre de l'envergure. Avant même de créer ton entreprise, avant pour déposer, créer une SARL, c'était pas 1 euro, hein, c'était tu peux 50 000 francs, un truc comme ça. Donc, là tu peux faire, tu as des SARL, c'est quoi, c'est 1 euro maintenant le capital minimum sur une SARL. Si tu veux tenter le coup un peu en mode, comment on appelle ça, auto-entrepreneur, enfin, tu as changé de nom, le régime, je sais pas comment ça s'appelle. Micro-entrepreneur, c'est un formulaire à remplir et c'est réglé. Bon, après, gardez en tête que si vous faites ça, vous n'êtes pas à responsabilité limitée, donc ça peut avoir des conséquences derrière, mais même une SARL à 1 euro, bon.
Ouais, toi, tu recommandes, voilà, si tu as une idée, tester. Il y a plein de Teste-la. solutions de setup pour Ouais. démarrer dans le web, dans la création de sites, création de landing, création de tunnel de Ouais. vente, même YouTube, pour faire des choses Ben, simples. je te dirais que je recommanderais pas forcément YouTube comme première approche, même si c'est ce que j'ai fait. Si je devais refaire le film, peut-être que si j'étais en mode je vais lancer un business, parce que quand j'ai lancé la chaîne YouTube, c'était un peu une expérience en tant que telle. Ouais, Mais si je me mettais en mindset comme tes élèves entrepreneurs, donc je réfléchis à l'idée pour en faire un business, ben, j'aurais peut-être pas commencé par la chaîne YouTube de par toutes les implications que ça a en termes d'efforts et de temps de feedback en fait, pour ok, atteindre une masse critique. Alors que si tu as une landing page, un formulaire et un processeur de paiement, bah, tu payes un peu de pub. Donc, ce que tu vas payer en budget, tu vas le sauver en temps, en fait. bien sûr. Et pas seulement en temps passé en effort à le faire, mais en temps de feedback. Hmm. Ce qui est le plus important quand tu démarres un Ouais, projet, c'est quand même le exactement. feedback sur ton idée. C'est ça. Et est-ce qu'il y a de l'attraction ou pas? Et qu'est-ce que tu peux faire pour corriger s'il n'y en a pas, etc., etc. Donc, Bien sûr. ouais, tu prends, tu vas, il y a des packages, je pense que tu vas sur Amazon Light Sale, tu peux payer 3 balles par mois pour avoir un hébergement, 10 balles à l'année pour un nom de domaine. Tu prends, même pas, tu peux prendre un outil comme System.io, Hmm. c'est 27 € par mois de Ouais, mémoire. c'est ça. Dans ces eaux-là, le premier tiers, tu n'as pas de nom de domaine, mais honnêtement, c'est juste pour tester une idée, on s'en Tester, fout. bien sûr. Tu as accès à tout ce qu'il faut. Tu as un truc pour bâtir ta landing page, tes emails, Hmm. encaisser des paiements. Enfin bref, tu as Il y a tout, ouais, tous bien les sûr. outils nécessaires. 27 balles par mois. Et comme comme ils disent ici, 27 balles par mois et tu es en business, quoi, tu es en affaires. Donc, Ouais, tu as juste à tester. Tu te prépares un budget pour tes pubs. Tu fais un peu de do it yourself pour le setup technologique, ajouter les pixels et tout ça. Et puis ça roule, quoi. ouais. Donc, je répète, il n'y a pas de barrière technologique, il n'y a pas de barrière de budget en 2021. Par contre, effectivement, il faut réfléchir un peu plus à son idée parce que, il y a plus de monde qui est sur Internet parce que les barrières sont tombées. Et deux, les gens, les clients sont aussi beaucoup plus attentifs à ce que tu proposes. Avec Ils ont des filtres à bullshit assez élevés et c'est tant mieux d'ailleurs parce que c'est ça filtre insupportable. pas mal de scams et de choses comme ça. Ouais, Et donc, ça force aussi un meilleur type d'entrepreneur à émerger qui est un peu plus réfléchi aux besoins auxquels il répond, aux problématiques qu'il résout bien sûr. et à son positionnement. Donc, foncez, Top. messieurs, dames, foncez. Et justement, voilà, une fois que vous avez un petit peu testé votre idée, ben, ici avec Propulse ton Biz, on vient vous accompagner pour vous proposer du soutien, de l'aide à travers la communauté, à travers la chaîne YouTube pour scaler, pour passer à l'étape d'après sur du Ouais. référencement qui est notre spécialité, sur l'emailing, sur des réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder toutes nos vidéos pour passer à l'étape d'après, pour essayer de transformer votre idée digitale en idée un peu plus concrète, un peu plus euh, rémunératrice. Exact. Et d'ailleurs, tu parlais de SEO, parce que c'est quand même l'agence que tu as. Ouais. Je dirais un avantage qu'on a en tant que Français, en tant qu'Européen au sens large, c'est que le positionnement SEO sur les langages non anglais, c'est carrément plus facile parce qu'il y a moins de Oui, monde, en fait, tout ouais. simplement. Donc, L'anglais, c'est atteindre la 7 fois, page. 7 fois à 10 fois plus concurrentiel. Exactement. Donc, un avantage de plus en tant que Français, Cocorico, on a un avantage là-dessus pour se positionner sur la page numéro 1 de Google, ce qui est aussi de façon naturelle par les mots-clés, par le SEO, ce qui est un avantage indéniable pour lancer un business, quoi. Mais l'écart tend furieusement à se rattraper. Parce qu'il y a plein de systèmes en SEO maintenant qui permettent d'envoyer du pâté et c'est ce que j'essaye d'expliquer en filigrane de mes vidéos. Et grosso modo, pour te la faire simple, en France, Cocorico, 2 étoiles, on est vraiment les champions du monde du SEO sur toutes les disciplines du SEO. Et d'un point de vue technique, d'un point de vue sémantique. Et voilà, si vous voulez vous lancer à l'international et que vous maîtrisez ces techniques avancées qu'on a en France en SEO, vous cartonnez.
mis à part l'anglais, Exactement. les autres langues, voilà, je vais en parler dans des prochaines vidéos. Mais ouais, on a des outils de fou qui ont été développés par des Français et qui ne demandent qu'à être exploités dans des langues un peu plus nichées. Je pense à, je sais pas, l'italien, hongrois, ou un truc comme ça. Si vous êtes binational, si vous avez, connaissez des gens qui sont dans ces pays, ouais, il y a des business à monter. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu as l'allemand aussi qui est vachement compétitif parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui parle allemand, mais pas beaucoup de contenu en face. L'espagnol est souvent sous-estimé, un truc de fou, alors qu'il y a tout le monde latino-américain. C'est ça. Euh, donc, ouais, il y a pas mal de choses à faire en non-anglais Oui. et qui donnent des résultats très vite. Donc, si c'est une langue que vous maîtrisez ou un marché qui vous intéresse, je pense que Damien pourra vous accompagner là-dessus Avec plaisir. très, très facilement. Allez, bah, écoute, pour la quatrième fois, on va se dire encore merci. En tout cas, voilà, on pourrait y rester des heures. C'est super passionnant. Voilà, donc en tout cas, merci Alex pour ce temps que tu m'as accordé. Encore merci pour tes super vidéos qualitatives, avec du bon conseil et un mindset percutant et donc efficace. Tu peux en témoigner. Et c'est avec plaisir que je Merci. te ferai une vidéo de témoignage pour ta formation. Merci beaucoup. Et Voilà. puis, bah, merci pour le temps, pour l'interview. C'est vraiment chouette d'échanger bah, sur, bah, pas que sur Permis Moto Facile, justement. Donc, c'est cool. Business web en général. Ça marche. Bah, merci Alex. Et puis, bah, je vous dis à ma communauté, à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye. Bye tout le monde.